BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Alors sur ces placements qu'on évoque, qu'on décrit jour après jour sur BFM Business, on voit des rendements de plus en plus faibles. C'est compliqué de trouver du rendement, c'est compliqué de gagner de l'argent. On entre dans un monde où les placements sont plus risqués et rapportent moins. Du coup, certains, quitte à prendre du risque, tentent de gagner de l'argent en tradant. Certains, plus rares, parviennent même à vivre du trading. Quelles sont leurs recettes? Quels sont aussi les quelques pièges à éviter? Avec nous pour en parler, un expert bien connu des auditeurs de BFM Business, des téléspectateurs aussi, Stéphane Sodutaï, responsable de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour. On est ravis de vous accueillir et vous êtes aussi l'auteur d'un nouveau livre, Le Trading c'est facile, c'est presque facile. Voilà, ça c'est le nom exact du livre. Le Trading c'est presque facile aux éditions JDH. Et bien sûr, tout est dans le presque. Vous proposez dans ce livre des méthodes pour trader. Pourquoi le sortir maintenant? Est-ce que vous sentez qu'il y a une demande, un appétit des gens pour découvrir le trading? Voilà. Est-ce que c'est le bon moment d'abord? Je pense oui que c'est le bon moment puisque les marchés sont quand même repartis un petit peu de l'avant. On sent un engouement, on sent pas mal d'investisseurs qui avaient été un peu déçus avec la crise de 2008 revenir sur les marchés, mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer de changer un petit peu les pratiques ancestrales. C'est vrai que le trading, souvent je le dis, n'est ni une science ni un art, c'est une question de méthode et de passion surtout. Et par l'intermédiaire de ce livre, donc le trading c'est presque facile, c'est vraiment un guide de bonnes pratiques. J'espère en fait que tous les traders débutants vont trouver dans ce livre tous les conseils pour justement rentrer dans une activité de trading un petit peu plus structurée, avec une approche plus technique pour justement pallier aux vicissitudes et aux aléas de ces marchés qui restent quand même compliqués à anticiper. À appréhender. Le trading, ça ne s'improvise pas, c'est aussi ce que vous expliquez. Alors on trouve du coup dans ce livre tous les basiques pour les néophytes. Vous expliquez les marchés sur lesquels on peut trader, les actions, les obligations, les CFD, etc. Vous présentez les plateformes, les brokers, les différentes méthodes aussi. Donc oui. C'est véritablement instructif, il y a vraiment tout. Vous vous adressez aussi et vous le revendiquez à tous les types de traders. Vous en identifiez trois types de traders: les forcenés, les éclairés, les opportunistes. Oui. C'est quoi le trader parfait? C'est un trader éclairé, un trader forcené, un trader opportuniste, ou c'est un mélange des trois? Je pense qu'en théorie, quelqu'un qui va durer sur les marchés devrait passer par les trois phases. C'est-à-dire que quand on débute, on va être un forcené, on va travailler beaucoup, on va passer beaucoup de temps, on va se faire livrer des plateaux repas pour aucun mouvement, on va devenir un petit peu aliéné, on va essayer de chercher sa méthodologie et souvent, si cette phase n'a pas eu raison un petit peu de sa motivation ou de son capital, on va passer au stade supérieur, disons les éclairés. Et les éclairés, c'est des gens déjà qui ont un peu plus de recul sur leur trading, ils tradent moins. Ouais, ils vont au restaurant, ils se font pas livrer tout le temps. Voilà. Ils sont capables de se détacher du marché pendant 1 heure, 2 heures, de revenir quand c'est le bon moment. Ils ont affiné leur technique de trading avec une méthodologie qui est quand même beaucoup plus pragmatique. Et puis le stade ultime, je pense, c'est celui que je recommande pour que finalement le trading ne soit pas aliénant, pour que j'insiste beaucoup également dans le livre sur il y a une vie après le trading. C'est presque du bouddhisme votre histoire. Là, c'est palier à franchir pour atteindre le stade ultime du trader parfait. Ouais, l'opportuniste, c'est-à-dire trader finalement sur des séquences de temps très courtes, 2 heures ou 2 fois 2 heures par jour, de façon à garder un maximum de concentration, de fraîcheur, de lucidité, être capable de mettre en application son plan et raisonner vraiment sur qu'est-ce que je cherche et comment je l'exécute sur les marchés avec une fraîcheur et une qualité d'exécution parfaite. C'est important tous ces conseils, parce que je crois que c'est l'autorité des marchés financiers qui avait réalisé une étude, alors que certains contestent en tout cas, qui explique que 8 particuliers sur 10 qui se lancent dans le trading et qui font du trading sont perdants. Oui. 8 sur 10, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme, mais on comprend facilement finalement cette statistique. Pourquoi? Parce que c'est une activité liée à l'argent. Les personnes, quand ils veulent faire du trading, partent déjà du mauvais principe. Ils veulent gagner de l'argent. Mais vous, par exemple, quand vous avez été embauché à BFM, vous n'avez pas dit à votre recruteur « je veux le salaire, mais j'ai ni la compétence et je n'aime pas ça ». Alors que quelqu'un qui va commencer en trading, souvent, il n'a pas la fibre et la passion du trading et il n'a pas la compétence. Et pourtant, il va faire du trading. Donc, dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi il perd. Donc, avant de se lancer dans le trading, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on est capable de rester seul devant les écrans pendant un certain laps de temps? Et est-ce qu'on est capable d'acquérir une méthode structurée pour vouloir l'appliquer sur les marchés? Vous allez nous la décrire, la méthode. Juste, c'est un exercice solitaire aussi, le trading. On s'isole parfois dans sa bulle devant son écran toute la journée. C'est une épreuve psychologique que de se lancer dans le trading. C'est clair. C'est pour ça que faire partie des
opportunistes est plus intéressant parce que vous gardez quand même après une vie sociale, sportive, associative, familiale. Trader par tranche de 2 heures, ça vous permet quand même d'être très concentré sur les marchés, mais d'envisager quand même autre chose en dehors du trading. Et c'est comme ça qu'on peut devenir fort mentalement? Exactement, je pense que devenir fort mentalement passe par beaucoup de phases d'entraînement et de conceptualisation méthodologique, c'est-à-dire travailler un peu la récurrence des marchés, parce que souvent les marchés ont tendance à se reproduire identiques à eux-mêmes avec des phases qui sont plus ou moins rapides. Donc c'est identifier ces phases, beaucoup s'entraîner dessus et acquérir des convictions ou des certitudes. C'est pas forcément dire je vais gagner dans 100% des cas, mais si je fais ainsi, j'ai une forte probabilité de gagner de l'argent dans la durée. Et c'est comme ça qu'on devient fort mentalement. Le bon moteur pour être un bon trader, c'est la patience ou c'est la cupidité? Est-ce que la cupidité est l'ami du trader? Non, pas du tout. Non, il y a deux vertus, je pense, essentielles pour trader, la patience et la résistance à la frustration. C'est-à-dire qu'un trader, par définition, est quasiment en permanence frustré. Quand il loupe une opération, il est frustré. Ouais. Quand il perd, bien sûr, il est frustré. Et quand il gagne, il est frustré parce qu'il se dit « j'aurais peut-être pu gagner plus si j'avais été un peu plus patient ». Donc, en fait, il faut que cette frustration n'ait pas de prise sur vous. Et donc, il faut travailler sur soi pour finalement dire « demain sera un autre jour, il y aura d'autres opportunités, j'ai perdu, j'ai pas assez optimisé ou j'ai manqué une opération. Demain, il y aura peut-être d'autres opérations à faire. » On rappelle le nom de ce livre pour ceux qui veulent se lancer. Le trading, c'est presque facile aux éditions JDH. Livre signé Stéphane Sodutail avec nous aujourd'hui. Régulièrement, Jean-Louis Cussac, pendant des années, nous disait quand on se lance dans le trading, quand on fait du trading, il faut surtout faire abstraction de l'environnement économique, des annonces, des différents banquiers centraux, etc. Vraiment, voilà, regarder les choses de façon absolument... mathématique, le mot lui conviendrait peut-être pas, mais voilà, faire abstraction de tout ce qui est macroéconomique. Est-ce que vous le recommanderiez encore aujourd'hui dans ce monde où la macroéconomie pose de plus en plus de questions et d'interrogations? J'adhère plutôt à cette philosophie. C'est vrai que quand on regarde les cours, toute l'information fondamentale finalement est instantanément intégrée dans les cours. Donc il vaut peut-être mieux finalement se focaliser sur la représentation des cours pour essayer d'en estimer l'impact en amplitude et en timing. Mais bien entendu, il faut quand même faire très attention. Il y a des phases clés dans une journée. Quand une stat tombe à 14h30 en provenance des États-Unis ou à 16h, il faut quand même être prudent. On n'est pas là pour faire un coup, on n'est pas là pour jouer à la roulette. On est là quand même pour essayer de maximiser ses chances de gain. Donc il y a des périodes qui sont opportunes pour trader, il y a des périodes qui sont beaucoup plus risquées et donc le risque n'est pas forcément notre ami sur les marchés, donc il vaut mieux essayer de le juguler et de se tenir à l'écart de marchés trop volatiles des fois. Donc il faut parfois aussi savoir s'abstenir, hein, c'est ce que vous dites. Toujours cette patience que vous recommandez. Alors vous évoquez aussi dans ce livre toutes les méthodes, hein, évidemment. Il y a les bougies, les chandeliers japonais, les bandes de Bollinger. Enfin ça s'adressera peut-être plus aux spécialistes, mais voilà. En plus il y en a pour tous les goûts hein, dans cet univers du trading auquel vous consacrez ce nouveau livre. Donc Stéphane Sodutail, le trading, c'est presque facile aux éditions JDH. Merci beaucoup. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau de BFM Business. Bon vent. L'euro, vous le voyez grimper jusqu'où justement puisqu'on parle au moins entre un 15 et un 17, je pense. D'accord. Le fait de franchir à la hausse la borne là dans laquelle on était sous un 15, le franchir à la hausse, c'est un symbole ou c'est quelque chose de majeur techniquement aussi? Non, je pense que le symbole c'était le débordement de 1,1370. Maintenant, je pense que la voie est ouverte entre un 15 et un 17. Quelque chose, hein. Repasser par-dessus la barre des 1,15 à suivre peut-être dans les prochaines heures. Jean-Louis Cussac qui est d'accord avec vous là-dessus, qu'il voit progresser lui aussi l'euro à plus d'1,16 $. Merci beaucoup donc Stéphane d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.